Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette cinquième conférence live qu'on organise. On va commencer dans quelques minutes. Vous avez le traditionnel sondage sur la droite, donc lié au thème d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'un PCA? Un plan de croissance ahurissant, un plan de continuité d'activité ou une plage des Côtes d'Armor? Je laisse à votre sagacité la réponse. Vous pouvez également participer sur le chat. Bonjour Laurence, bonjour Martine, bonjour Virginia. Je ne vais pas tous les faire, mais bonjour Yves. On va commencer dans quelques minutes. Très féminin ce soir, hein, participation. Oui. Et ce qui est super, c'est qu'à chaque fois, on arrive à avoir des gens qui viennent d'un peu partout. Donc là, on a Saint-Cloud, on a Miribel, on a la Haute-Savoie. C'est assez chouette. Oui, alors, donc sur comment fonctionne le chat et les questions. Vous avez trois onglets, grosso modo. Il y a un onglet chat sur lequel vous pouvez commenter. Il y a un onglet questions où vous devez poser vos questions et vous pouvez voter pour les questions qui vous paraissent les plus intéressantes et à la fin, on y répondra. Et puis, il y a l'onglet sondage avec le traditionnel sondage de lancement. Qu'est-ce qu'un PCA? Donc, un plan de croissance ahurissant, un plan de continuité d'activité ou une plage des Côtes d'Armor. Ok, je vous propose qu'on commence. Vous êtes prêts, Anne, Mathieu? C'est parti. Absolument. C'est parti. Bon, alors bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être là ce soir avec nous pour la cinquième soirée consécutive. S'il y en a des nouveaux qui nous rejoignent, bienvenue. Alors, c'est la cinquième conférence live qu'on organise avec Tous Politiques. C'est un format qu'on a décidé de lancer au début du confinement et de la crise sanitaire parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'élus sur le territoire qui avaient besoin d'échanger et besoin d'avoir des réponses à leurs questions. Le concept depuis le début n'a pas changé, c'est le même. Un expert et une élue qui témoignent, qui décryptent vos enjeux et vos questions. On a déjà parlé commerce, on a déjà parlé solidarité, on a déjà parlé conseils municipaux. Aujourd'hui, on va parler de la continuité des services, qui est un enjeu clé, avec une question un peu fil rouge qui est comment est-ce qu'on peut maintenir des services publics dans le contexte actuel et notamment en ruralité, tout en protégeant les agents. On a Sébastien Lecornu qui a sorti une interview il y a 2 jours en expliquant que les services publics essentiels étaient maintenus, et c'est le cas. Je pense qu'il faut féliciter les élus, et notamment les élus et les agents, d'avoir réussi à maintenir ces services, mais comment est-ce qu'on peut continuer à les maintenir? Comment est-ce qu'on peut protéger les agents? Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir avec moi 2 experts. Une élue, Anne, bonjour. Bonjour, Roman. Bonjour à tous. Tu es députée de l'Aveyron, tu es membre de la délégation aux collectivités territoriales, conseillère départementale, ancienne maire et ancienne présidente d'Interco, c'est bien ça? Tout à fait. Donc tu représentes la partie élue des invités de ce soir. Et bonjour Mathieu. Bonjour. Toi, tu es spécialiste en droit des collectivités territoriales, attaché parlementaire de Sylvain Waserman, député du Bas-Rhin et vice-président de l'Assemblée nationale. Et tu es surtout l'un des formateurs stars de Tous Politiques. Oui, merci. Tout à fait. Bon, bienvenue à tous les deux et merci beaucoup d'avoir accepté de vous prêter au jeu ce soir. On va fonctionner comme d'habitude. D'abord, une batterie de questions que je vais vous poser d'abord à Anne et puis ensuite à toi, Mathieu, qui se compléteront. Et à la fin, on prendra les questions des participants. Vous pouvez, donc, je le rappelle, commenter et poser vos questions sur la droite dans l'onglet questions et voter pour les questions qui vous intéressent le plus. Comme ça, on prendra les questions qui sont les plus votées. On va commencer par toi, Anne, si tu es d'accord. La crise sanitaire et le confinement fonctionnent d'une manière générale, perturbent le fonctionnement des collectivités d'une manière générale et touchent particulièrement les élus locaux. On l'a vu avec de nombreux élus qui ont été contaminés. Dans ta circonscription, c'est quoi la situation? Comment est-ce que les services publics se maintiennent?
Alors déjà, on a la chance de ne pas avoir d'élus contaminés sur mon territoire. C'est déjà une bonne chose. Ils sont extrêmement mobilisés, extrêmement investis, hein. Je crois qu'il faut vraiment saluer aussi cette mobilisation-là. Il faut aussi peut-être dire que de nombreux futurs élus travaillent en collaboration avec les élus qui poursuivent leur mandat au-delà du délai initialement prévu. Ça, c'est assez remarquable. Moi, j'ai le cas sur une grosse ville de mon territoire où un élu qui était opposé, hein, à l'élu sortant, en fait, ils arrivent à travailler, à collaborer ensemble. Donc, je crois que ça, c'est aussi un point à noter, à mettre en avant, et c'est bien spécifique à cette épidémie. Donc bien sûr, les élus locaux travaillent dans des conditions dégradées, avec des personnels qui travaillent pour la plupart en télétravail, mais des services techniques qui sont là pour assurer des astreintes. Et surtout, les municipalités, les élus locaux travaillent sur de nombreuses initiatives, hein. Moi, j'ai l'exemple sur le territoire rural que je représente, où la suppression des marchés a mis pas mal de producteurs en difficulté. Et ce sont les élus locaux, pour la majeure partie des communes, qui organisent la mise en relation entre la clientèle et les producteurs, qui donnent des sites pour déposer des paniers. Versus agents des collectivités, là aussi, hein, la spécificité des petites collectivités, c'est la proximité avec les agents. Et on a globalement une mobilisation très forte des agents, avec bien sûr des inquiétudes, des appréhensions. On n'a pas forcément toujours un PCA sur les communes que je représente et que j'identifie chez moi. Mais par contre, il y a souvent le bon sens qui fait que chacun se sent vraiment investi pour contribuer et participer au maintien des services. Ensuite, on a vraiment trois grands enjeux de maintien des services. Bien sûr, celui de l'accueil des enfants pour les personnels soignants ou pour les personnels empêchés de pouvoir garder leurs enfants. Ça s'est relativement bien organisé un petit peu partout. Je ne pense pas que ce soit une exception aveyronnaise, mais par le biais de l'éducation nationale, par le biais de la mise à disposition des agents des collectivités aussi. C'est quelque chose qui s'est plutôt bien organisé. Là où il y a un vrai enjeu, c'est sur l'accompagnement du public fragile. Beaucoup chez nous, les personnes âgées qui sont souvent très isolées, mais aussi tous les publics plus vulnérables, hein, les gens qui n'ont pas de moyens de déplacement, qui souvent ont recours à la banque alimentaire et qui, dans la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui, peuvent quelquefois se retrouver complètement isolés. Donc le rôle aujourd'hui de la collectivité sur ces publics-là, c'est vraiment d'assurer une vigilance, d'identifier par le biais des CCAS, des CIAS, des centres sociaux, des EHPAD, de tous les relais locaux, de bien identifier ces publics fragiles et de mettre en place un système d'accompagnement et d'assistance. Et ça se fait relativement bien, forcément peut-être plus facilement sur des territoires comme les nôtres, parce qu'on a la proximité, la connaissance, une connaissance peut-être un peu plus aisée, facilitée par la faible population. Voilà. Ensuite, deux petits points, celui du service des ordures ménagères, parce que là, il y a eu beaucoup d'appréhension sur nos territoires au départ de la part des agents. Je pense qu'il y a, à travers les médias, les réseaux sociaux, je pense que ces agents-là ont eu assez peur d'être vraiment au contact du virus par le biais des ordures ménagères des familles. Les collectivités, les intercommunalités en l'occurrence, ont mis en place vraiment les systèmes pour sécuriser ces agents-là et ça se passe plutôt bien pour le moment. Il y a un autre enjeu aussi qui a été assez fort et qui a été assez problématique et qui est encore un petit peu en train de se résoudre, c'est le service de la poste. Puisque beaucoup de bureaux de poste ont été fermés. La distribution du courrier, vous le savez, a été très fortement réduite à 3 jours par semaine et ça pose un problème justement pour ces publics isolés, pour la distribution de la presse tout simplement parce que c'est souvent leur seul contact avec l'information pour les personnes âgées. Et puis aussi des soucis par rapport à toutes les TPE et PME qui sur nos territoires continuent dans la grande majeure partie à poursuivre leur activité et puis l'absence de courrier pour eux est encore relativement pénalisante.
Voilà, donc les choses sont en train de s'organiser par rapport au service de la Poste, mais il a fallu quand même manifester de manière très forte auprès de la direction générale de la Poste cette obligation de maintenir le service aux populations. Alors, quand on était en train de préparer la conférence, tu m'avais aussi parlé des spécificités de la ruralité. Parce qu'en ruralité, on disait déjà avant la crise et avant le confinement qu'il y avait des difficultés d'accès aux services publics. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Et est-ce que tu constates sur le terrain qu'il y a des choses qui se mettent en place pour permettre justement le maintien ou peut-être davantage de mutualisation de services au public, Voilà. plus des services publics? Tout à fait. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi qu'on ait bien en tête. Et depuis plusieurs années, on ne parle plus uniquement de services publics purs, on parle de services au public, de services aux populations, parce que c'est beaucoup plus large et ça répond et ça couvre les besoins essentiels de nos populations plutôt que de restreindre aux services publics purs. Alors, on a la chance aussi d'avoir mis en place, et ça je pense que ça a été un atout, les maisons France Service, qui sont portées par souvent des centres sociaux, des collectivités, et ça a permis d'identifier justement à travers ces réseaux France Service, avant la crise épidémique, les publics fragiles et justement par cette identification d'apporter une meilleure solidarité. Donc ça, c'est peut-être aussi cette spécificité de la ruralité que j'évoquais tout à l'heure. On a une plus grande proximité, un réseau de voisinage qui est peut-être plus impliqué, plus investi, même si je pense qu'il y a de vraies solidarités qui se mettent en place dans les grandes villes. Donc je crois que ça c'est un atout de la ruralité. Et le deuxième aussi, c'est l'accompagnement des petits commerces locaux, des commerces alimentaires, bien entendu, ceux qui sont encore ouverts. Je sais qu'on a beaucoup de municipalités qui ont déstocké leurs masques pour apporter justement cette sécurité aux petits commerces, parce qu'ils n'avaient pas accès aux masques. Ils avaient aussi des salariés qui étaient préoccupés par rapport à de possibles contagions. On a mobilisé aussi très fortement le gouvernement, nous, pour réouvrir la possibilité d'avoir l'accès à l'achat de plants pour les potagers. On est à la saison des potagers et on arrive aussi à mettre en place, les élus ont beaucoup travaillé pour que les horticulteurs, les producteurs de plants puissent trouver des lieux et des sites d'écoulement. Et ça aussi, c'est facilité dans nos territoires moins denses par la proximité, la connaissance des réseaux et des personnes. Alors justement, tu parles du gouvernement. Le gouvernement a pris des mesures, notamment, je pense notamment aux différentes circulaires de Sébastien Lecornu, pour assurer la continuité des services publics. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, alors un des enjeux, c'était comment rester dans la légalité sur les prises de décision des élus locaux dans un contexte, une période où on ne peut pas très facilement réunir les conseils municipaux et en plus une période de transition un petit peu compliquée. Voilà, donc je pense que l'ordonnance qui a été donnée, une des ordonnances sur lesquelles on donne la possibilité, via des réunions restreintes en visioconférence, avec seulement un tiers des membres présents, la possibilité de donner un certain nombre de pouvoirs aux maires pour que pendant cette période-là, ils puissent prendre toutes les décisions pour accélérer et donner de l'efficacité aussi à l'action d'une collectivité. Donc ça, je crois que c'est quelque chose qui est extrêmement important. C'est très récent, les maires viennent d'en être informés. Voilà, moi, ça c'est un des points que je remarque. Après, je voulais aussi souligner la possibilité qui a été offerte de collaborer entre les différents niveaux de collectivité, entre les communes, les intercos, les départements et les régions. Parce qu'il y a un vrai réseau aussi de mutualisation, de commandes groupées, je pense aux masques, mais aussi à tout ce matériel de protection sanitaire. Donc ça, je crois que c'est aussi une possibilité, une ouverture qui apporte vraiment une capacité d'efficacité pour lutter contre le virus et pour donner aux élus locaux des pouvoirs plus faciles à mettre en œuvre. D'accord. Merci beaucoup. Et je pense que
effectivement, ces mesures pour assurer la capacité des acteurs à travailler entre eux, et en particulier, je crois que c'était une question de Laurence sur la compétence économique de l'Interco. La capacité justement des différents acteurs à travailler entre eux est vraiment un enjeu clé en ce moment. Mathieu, on a entendu parler, et puis c'était un peu le sondage de début, on a entendu parler pas mal de PCA. Alors on va dévoiler, je vais te laisser dévoiler la réponse tant attendue à la question est-ce qu'un PCA c'est un plan de croissance ahurissant, un plan de continuité d'activité, une plage des Côtes d'Armor? Est-ce que tu peux nous en dire plus sur justement ce que c'est qu'un PCA, à quoi ça sert, comment ça fonctionne? Ah, bien sûr. Bon, alors, je crains que je vais faire quelques malheureux et malheureuses. Donc, effectivement, c'est pas une plage des Côtes d'Armor. Étant donné la situation actuelle, je crains que ce ne soit pas non plus un plan de croissance ahurissant. Donc, du coup, on va se contenter d'un plan de continuité d'activité, ce qui n'est pas forcément très sexy, si je puis dire, mais en même temps, c'est ce dont, sans doute, on a le plus besoin par rapport à cette continuité des services. Alors en fait, ce plan de continuité, alors c'est quelque chose qui est en principe hein, assez commun. Ça a été mis en place. Il y a plein de types de plans de continuité d'activité. Il y en a pour la grippe, il y en a en cas d'inondation, donc il y en a sur pas mal de thématiques. Et grosso modo, l'enjeu, c'est d'organiser les services administratifs, de mettre en place des mesures d'information, et également aussi de prévoir les protections nécessaires et donc l'organisation en tant que telle des services administratifs pour que les services publics qui sont considérés comme essentiels puissent continuer de fonctionner. Et donc de rendre ce service au public dont on parlait, dont Anne parlait tout à l'heure. Donc il y a toute une liste, effectivement, vous le savez, de services qui sont fermés, hein, donc les bibliothèques, les musées, les établissements sportifs, établissements d'enseignement, etc., etc. Et il y en a aussi toute une liste qui doivent rester et continuer de fonctionner. Donc j'y reviendrai après. Hein. On peut penser notamment, comme l'a déjà mentionné Anne, la collecte, le traitement des déchets, l'aide sociale, l'assistance aux personnes les plus vulnérables, voilà, notamment. Et donc en fait, ce plan de continuité, il va regrouper donc les risques, donc quels sont les risques effectivement qui sont traités dans le document, la stratégie de continuité, donc quelles vont être selon les risques les missions essentielles et comment est-ce qu'on va réussir à composer différents scénarios pour pouvoir faire en sorte que ça tourne, hein, par exemple dans le nucléaire, dans d'autres plans de continuité aussi, hein, on a donc un scénario avec 25% du personnel absent, donc pour qu'on puisse continuer sur 12 semaines, et un deuxième où on a 40% des agents absents, et comment est-ce qu'on peut continuer pendant 2 à 3 semaines. Donc, bien sûr, on a le temps d'essayer de pallier à la situation si elle devait durer. Donc, ça va être, je reprends les risques, la stratégie en fonction donc, des différents scénarios, également les méthodes et le comment est-ce qu'on protège le personnel, parce que en tant qu'employeur, eh bien, les collectivités territoriales ont ce devoir de sécurité au travail pour vis-à-vis de leurs agents. Et puis, bien sûr, à travers de cet élément-là, hein, on va avoir toute la question des stocks de masques, on va avoir toute la question des produits, par exemple, pour nettoyer. Lorsque vous avez un agent qui a le coronavirus, c'est confirmé, il va falloir nettoyer les locaux. Donc, il faut organiser tout ça. Et en principe, ça se fait justement dans ce plan de continuité d'activité. D'où l'importance aussi de le mettre à jour au regard de la crise actuelle. Bien sûr, dans ce plan, il faut identifier les responsables. Il faut identifier les différentes personnes qui vont piloter la mise en œuvre de ce plan de continuité d'activité et notamment en responsabiliser souvent les directeurs, directrices, chefs de service, alors le DGS bien évidemment, les DGA, etc., etc. Donc chacun va avoir un rôle dans cette mise en œuvre pour encore une fois cet enjeu d'avoir cette continuité d'activité et de services publics. Et bien sûr, donc comme je le disais aussi tout à l'heure, cet enjeu de communication à la fois vis-à-vis du personnel qui doit savoir exactement comment les choses vont se passer, et puis vis-à-vis des citoyens, parce que
ils doivent être au courant des services publics qui sont maintenus ou ceux qui ne sont pas maintenus. Par exemple, l'état civil, ça fait partie des services publics qui sont considérés comme essentiels. Alors, quand bien même, je pense que de manière relativement naturelle, les personnes vont peut-être repousser certaines échéances, de refaire sa carte d'identité ou autre. Et si elles viennent, elles doivent trouver ce service. Donc, il faut aussi que les agents, comme les usagers, soient au clair des services publics qui continuent à fonctionner. Et donc, justement, pour en revenir à ces services publics qui sont considérés comme essentiels, donc Anne a mentionné la collecte et le traitement des déchets. Donc c'est effectivement un des services essentiels qui doit continuer de tourner, hein, comme au même regard que l'eau et l'assainissement. Sur la collecte et le traitement des déchets, on peut avoir plusieurs éléments dans ce plan de continuité d'activité qui jouent à la fois sur l'information et la protection des agents, alors, bien sûr en leur donnant tout ce qu'il faut, les masques, les gants, voilà, encore plus que nécessaire, parce que déjà ce sont des agents qui ont un travail pénible, dangereux, donc il faut encore plus les protéger. Et puis, bien sûr, prendre des décisions en termes d'organisation, par exemple, demander à ce que les habitants gardent chez eux les déchets verts, ou par exemple aussi tout ce qui est très compliqué aujourd'hui. On le constate sur le terrain. C'est très compliqué, bien sûr. Tu parlais, Mathieu, je te coupe juste un mot parce que tu parlais de communication et on a une question de Thierry qui est est-ce qu'on a développé des nouvelles façons, est-ce que vous avez développé des nouvelles façons de communiquer avec la population et d'améliorer la visibilité des actions des agents? Comment est-ce qu'on fait justement pour améliorer cette visibilité? Est-ce que tu aurais quelques conseils, Mathieu? Alors là, pour moi, c'est très clairement au rôle des élus de faire cette mise en avant. C'est-à-dire que pour plein de raisons différentes, notamment la question de reconnaître l'engagement et aussi de l'implication de ces agents. Donc, il faut les remercier pour le travail qu'ils font. Les élus, par leur compte, enfin, c'est les réseaux et les médias, donc par leur compte Facebook personnel, par Twitter, par Instagram, etc., etc. Il n'y a pas un bon canal, il n'y a pas une façon unique de toucher les gens, et c'est toujours par de multiples canaux qu'on arrive à communiquer, que ce soit bien sûr les gestes barrières et les comportements civiques, on va dire, dans cette période de crise, et puis au-delà de ça, de reconnaître le travail des agents qui font effectivement un travail extraordinaire et qui prennent des risques à l'heure actuelle. Donc là, les élus ont de base un rôle d'incarner le territoire. Ils ont ce rôle aussi, notamment en période de crise, pour les citoyens. Ils les voient aussi comme des personnes qui sont en mesure de prendre des décisions pour les protéger. Donc c'est véritablement sur cet aspect-là que les élus, à mon sens, doivent communiquer, bien sûr sur donc les règles de sécurité, mais aussi vis-à-vis du travail extraordinaire que font les agents, et je pense que ça c'est un des éléments essentiels, d'aller sur tous ces canaux, que ce soit médias classiques ou réseaux sociaux, pour encore une fois reconnaître l'engagement des agents. Donc ne pas hésiter à les mettre vraiment en avant et à vraiment mettre en avant leur activité. Pour revenir rapidement au sujet du PCA, on a une question de Christophe qui nous dit « Notre maire actuel n'a pas produit de plan de continuité de service. À défaut, à quel document est-ce qu'on peut se raccrocher? Est-ce qu'il existe des documents ?» Il n'y a pas vraiment, il y a pas vraiment d'alternative. C'est-à-dire que, en tout cas à ma connaissance, il n'y a aucun document qui peut remplacer en fait un plan qui prévoit cette continuité d'activité en cas de crise majeure. Moi, je ne connais pas de document à part un document interne ou autre. Alors après, le PCA en tant que tel, c'est pas parce que vous n'avez pas un document intitulé comme tel que c'est problématique et dramatique. Vous pouvez très bien, par rapport à ce que j'ai dit, c'est un plan de continuité d'activité bis, si je puis dire, tant que, à partir du moment où les risques sont identifiés, vous avez une stratégie à la fois de communication, à la fois de protection vis-à-vis des agents, à la fois d'identification des missions essentielles, également du coup des personnes qui sont essentielles, parce que encore une fois, c'est pas parce que le service public, par exemple de collecte et traitement des déchets,
doit tourner, que vous avez forcément besoin du côté administratif ou de tout le personnel administratif. Donc, quand vous avez identifié ces éléments-là, avec bien sûr les responsables qui pilotent ce plan de continuité d'activité, donc vous avez mis vos moyens et ce que vous devez, vos objectifs en termes de continuité de service, vous pouvez aussi vous dispenser, entre guillemets, bien sûr l'idéal étant bien sûr le plan de continuité d'activité, mais autrement vous pouvez, entre guillemets, vous en dispenser s'il est trop compliqué à construire. En principe, notamment les grandes collectivités en ont un, et je rebascule sur ce que disait Anne tout à l'heure, les collectivités de moindre taille sont en capacité de le gérer différemment parce que vous avez aussi énormément de collectivités qui n'ont que 1 ou 2 agents. Donc là, bien sûr, un plan de continuité d'activité a un peu moins de sens que pour une collectivité comme à Strasbourg où il y a 7000 agents. Alors, justement, tu parles des agents et des agents notamment qui mènent des missions parfois risquées dans le contexte actuel. Comment est-ce que tu as des conseils sur comment est-ce qu'on peut les protéger, comment est-ce qu'on peut faire en sorte de réduire les risques qu'ils prennent? Très clairement, il y a une règle qui est essentielle et qui est donnée par le gouvernement en toute simplicité et en toute bonne pratique, c'est que seuls les agents dont la présence est requise pour nécessité de service doivent être présents. Et donc, en fait, ça veut dire que tous ceux qui n'ont pas l'obligation d'être présents pour faire fonctionner le service public doivent en fait être en télétravail. Alors, parfois, c'est compliqué parce que le télétravail n'a pas toujours été déployé dans l'ensemble des collectivités. Donc, il faut essayer de faire au mieux, en fonction de la possibilité de se connecter à des intranets ou de pouvoir donner du travail, entre guillemets, à la maison pour les agents. Mais vraiment, c'est ce télétravail qui doit être privilégié pour éviter les contacts, les déplacements et bien sûr préserver la santé des agents et limiter la propagation du virus. Après, une fois qu'on a identifié, alors que ce soit dans le plan de continuité d'activité ou dans un autre document, les agents les plus exposés, eh bien, encore une fois, c'est quelles modalités on met en place pour assurer leur protection. Donc, quel protocole, alors des gestes barrières, notamment à l'accueil ou pour l'état civil, on ne prend que sur rendez-vous. On limite aussi le fait d'envoyer des pièces, enfin de donner des pièces de main à la main. On préfère le numérique ou alors de les déposer dans la boîte aux lettres. Donc là aussi, la gestion du courrier, y compris dans les collectivités territoriales, comme tu le disais Anne, pour la Poste, mais cette fois-ci pour les collectivités territoriales, c'est un vrai sujet et il faut pouvoir assurer aux agents d'avoir des gants, etc., etc. Et après, il y a aussi la question de l'isolement des personnes qui vont être en télétravail. Je pense que ça, c'est important. Il faut assurer ce maintien, alors à travers les chefs de département, chefs de service, DGS ou secrétaire de mairie quand c'est une collectivité qui est plus petite. Et donc, assurer le lien entre le travail, la collectivité et l'agent. Qui continuent, notamment en télétravail, de travailler. Donc c'est extrêmement important que ces agents ne se sentent pas isolés et abandonnés, si je puis dire. Deux autres points très rapidement sur, de manière pratico-pratique, comment les bonnes méthodes, en tout cas, qu'on peut mettre en place, c'est assurer déjà un reporting des agents qui sont présents et absents, ceux qui sont absents, selon la taille des collectivités en tout cas, et donc en fait de pouvoir voir un petit peu s'il y a eu des problèmes, des difficultés, essayer de prendre contact avec eux pour voir soit comment ils vont, soit pourquoi est-ce qu'ils sont absents. C'est extrêmement important, en sachant bien sûr qu'un arrêt maladie dans cette période-là est tout à fait, peut être tout à fait normal. Et quand bien même les agents font partie d'un service qui est essentiel, eh bien ils ont tout à fait le droit de tomber malade, si je puis dire, et puis d'avoir des arrêts maladie. Donc on ne peut pas aller les sanctionner là-dessus, bien sûr, mais simplement garder du lien, c'est extrêmement important. Et puis enfin, renforcer le nettoyage des surfaces de travail, ça aussi c'est extrêmement important. Et dans l'idéal, essayer d'organiser le nettoyage avant que les agents viennent travailler ou après qu'ils soient partis. D'accord. Et une dernière question, peut-être cette fois pour tous les deux. Je
je vous laisserai répondre comme ça, mais globalement, après la crise, il faudra réactiver les services publics, les renforcer. Euh, c'est quoi les leçons que vous tirez aujourd'hui, et notamment pour les services qui auront été suspendus ou en tout cas dégradés, et comment est-ce que vous anticipez leur remise en route pour la sortie de crise? Je commence, Mathieu. Euh, je pense qu'on ne va pas changer fondamentalement le mode de fonctionnement des services, si ce n'est peut-être de maintenir les règles de prévention, peut-être qui sont forcément plus fortes, en tout cas dans un premier temps. Je pense par contre qu'il y a des services qui vont être particulièrement surchargés, et je pense en particulier à l'urbanisme, qui est un vrai sujet aujourd'hui, une vraie problématique sur l'instruction de tous les permis de construire, les permis d'aménager, etc., qui sont en attente et en stand-by. Donc, je crois que là, il va y avoir un coup de chaud et ça risque d'être assez problématique. Après, sur les autres services, si ce n'est de mettre en place toutes les mesures barrières dont il faudra peut-être prendre un petit peu plus l'habitude, je ne suis pas sûre que ça pose un problème majeur, si ce n'est de rattraper voilà, sur le travail qui n'a pas été effectué auparavant. Mathieu, tu veux compléter? Ouais, moi, je pense effectivement, enfin, je partage avec Anne et je pense que notamment par rapport aux plus fragiles, euh, que ce soit socialement ou d'un point de vue de la santé, il va y avoir effectivement la nécessité, le besoin d'un renforcement pour, eh ben, en fait, là, d'un point de vue de la crise, qu'elle soit économique ou sociale, on va encore avoir quelques mois qui vont être extrêmement compliqués. Et je pense que là-dessus, il va falloir surinvestir ces services, notamment au niveau des départements ou des CCAS ou des CAS dans les communes ou les intercos. Et je pense vraiment qu'il va y avoir ce besoin aussi de cohabiter avec le virus. Enfin, c'est cette nécessité parce qu'on ne l'aura pas été complètement. Et donc, à partir du moment où on doit cohabiter avec lui, eh bien, les gestes barrières, le matériel de protection dont on a parlé juste avant, vont devenir et vont rester en fait des éléments importants dans la continuité du service public et la continuité de l'action des collectivités territoriales. Ok, alors je crois qu'on a perdu Anne. Je ne sais pas, Solal, si c'est toi. Bon, on va continuer du coup, malheureusement, sans Anne. Je pense on a répondu en fait, à la plupart des questions. Peut-être une question pour toi, une question un petit peu iconoclaste de Thierry. Qu'est-ce que tu penses de la proposition de supprimer la particularité des 2 mois de juillet et août et de remettre la totalité de la France au travail, y compris les écoles? Conservons seulement maximum 1 semaine par mois de congé pour faire fonctionner le tourisme. Proposition un peu iconoclaste. Je vais répondre en ce qui me concerne, si je puis dire, enfin, en ce qui concerne Anne, du coup, elle est de retour. Oh, bonjour Anne. Bah oui, je ne sais pas ce qui s'est passé là, j'ai disparu. Par rapport à l'Assemblée nationale, par exemple, il y a de fortes chances juillet août. Donc voilà, Anne et moi. Donc en tout cas, pour nous, les vacances, pas forcément de mise immédiatement. Donc avant juillet, ça serait, je pense, à les mesures de confinement. Et puis du coup, on verra. Donc pour répondre à la question, certaines institutions, en tout cas certains services publics, s'organisent pour faire en sorte de pas prendre de vacances finalement entre juillet et août. Voilà. Merci beaucoup, merci à tous les deux. On va conclure là-dessus. Je pense que peut-être une dernière annonce avant de vous laisser partir pour tous les participants et en particulier pour les élus locaux et les élus nationaux qui sont connectés. On lance demain notre réseau social, le réseau social des élus progressistes, notre plateforme. C'est une plateforme sur laquelle vous trouverez donc à la fois ce réseau social organisé en communauté, donc la communauté, comment soutenir les commerces, la communauté, comment accompagner les plus vulnérables, la communauté sur la continuité des services publics aussi. Donc il y a cette partie réseau social, il y a aussi une partie centre de ressources avec tout un tas de documentation qu'on vous a mis, des articles qu'on a rédigés pour vous aiguiller
toutes les informations sur le gouvernement qui sont mises à jour. Et puis, nos dispositifs d'accompagnement gratuits, donc évidemment les conférences comme celle à laquelle vous assistez aujourd'hui, mais aussi des coachings gratuits qu'on propose pour tous les élus. Donc, tous les élus ont droit à 1 heure de coaching gratuit, soit sur le thème communication, soit sur le soutien aux plus vulnérables, soit sur l'accompagnement des commerces. Donc, n'hésitez pas à vous rendre sur cette plateforme. Alors, la plateforme, elle est réservée aux élus, parce que c'est le réseau social des élus. Donc, tous ceux qui ne sont pas élus, malheureusement, il faudra attendre un peu plus pour avoir des fonctionnalités digitales. Tous ceux qui ont été élus au premier tour, tous les candidats qui ont été élus au premier tour, même si le premier conseil municipal n'est pas installé, vous pouvez vous inscrire sur la plateforme et la découvrir dès maintenant. Je vois que Solal a mis le lien d'inscription à la plateforme dans le chat. Donc, n'hésitez pas à vous rendre dessus et à vous inscrire. On valide les inscriptions à la main, donc ça risque de prendre un petit peu de temps. Vous risquez d'attendre 1 journée ou 2 avant d'avoir votre inscription validée. Mais voilà, c'est un objet dont on est vraiment hyper fiers. On bosse dessus depuis déjà quelques mois. On a décidé d'accélérer le calendrier pour qu'il soit utile pendant la période de crise. Donc, n'hésitez pas à aller dessus. N'hésitez pas à le partager à l'ensemble des élus que vous connaissez. C'est un outil qui est entièrement gratuit, sans engagement. C'est un énorme boulot des équipes de Tous Politiques que je félicite ici parce que vraiment, c'est assez impressionnant et c'est un objet dont on est très fier. Voilà, je voulais juste vous dire ça et vous l'annoncer en avant-première. On ouvre le service officiellement demain midi. Voilà, merci à tous et merci Anne, merci Mathieu. Solal, tu peux peut-être remettre le lien une dernière fois parce que là, il y a eu plein de messages. Merci à vous deux et puis à bientôt. À très bientôt. Bon courage à tous. À très bientôt. Au plaisir. Salut.